Donc moi je vais juste finalement leur donner la parole aux uns et aux autres. Peut-être que l'on va suivre l'ordre qui est celui-là, donc donner la parole à François Kuhn qui va nous parler de son activité de bookstagrammeur. Donc moi, comme Isabelle l'a dit, je suis bookstagrammeur, donc je parle de livres sur le réseau social Instagram principalement, même si à côté de ça, j'ai aujourd'hui un site internet livraisondemots.com. À côté, pour votre petite info, je suis community manager de la foire du livre de Bruxelles. Et donc l'activité de bookstagrammeur, c'est grâce à cette activité-là aussi que je travaille pour la foire aujourd'hui. Et ça consiste en plusieurs rubriques différentes, parler de livres, de littérature et de lecture à aujourd'hui un public composé de un peu moins de 10 000 personnes. Et mon compte Instagram est visionné en moyenne 30 000 fois par semaine. Donc il y a des rubriques différentes, il y a les chroniques traditionnelles, il y a aussi le rencard littéraire où je propose de présenter un artiste parce que le mot rencard, je l'écris R-E-N-C''ART. Donc j'ai fait des études de communication avec une spécialisation en art, donc c'est un secteur qui me tient à cœur, donc je vais parler de livres autour d'un artiste. Je mets aussi des lecteurs croisés dans la rue ou mon entourage à l'honneur avec le lecteur du mois. Et voilà. Donc cette aventure a commencé il y a 1 an et demi. Donc avoir un peu moins de 10 000 abonnés en 1 an et demi, c'est assez... les gens disent toujours que c'est assez incroyable, surtout en Belgique. Vous avez parlé tout à l'heure, Brigitte, qu'il y avait beaucoup de femmes. Je suis un des rares hommes à le faire. Le succès est venu aussi parce que les médias belges m'ont très vite repéré sur les réseaux sociaux et ils m'ont interviewé. J'ai fait la une de certains magazines. Je suis passé dans quelques plateaux télé, à la radio, notamment en direct depuis la foire du livre de Bruxelles. Et aujourd'hui, j'essaye un peu de contrôler tout ce qui m'arrive. Tout ce qui m'arrive, à savoir les partenariats avec plus d'une 50aine d'éditeurs. Être invité à des événements, faire plus de 3 allers-retours en 1 semaine à Paris, des choses comme ça, voilà. Et au départ, quel était son objectif? Pourquoi pourquoi avoir créé c'est quoi? C'est un compte Instagram, oui, en fait, hein? Oui. Ce qu'on dit bookstagram, en réalité, c'est un compte Instagram, oui. comme nous avons tous, et avec une spécificité, c'est qu'il est spécialisé sur la publicité du livre, c'est bien ça? Sur le livre, ouais. Alors, en quoi, puisque Instagram c'est des photos, en quoi est-ce qu'on peut parler de livres avec des photos? En fait, ça a commencé parce que je faisais un travail de fin d'études sur les booktubeurs et mes amis, donc du même âge que moi, regardaient des grands youtubeurs comme Squeezie ou Cyprien. Moi, j'étais un peu perdu avec Margot Liseuse, Nine, mes amis n'en avaient un peu rien à faire. Mes parents ne lisent pas non plus. Et moi, j'avais envie de partager cette passion au départ. Passion de lire. De lire. Et la lecture, ça reste quand même un sujet de discussion. Il y a des discussions que je ne pouvais donc pas avoir avec mes parents et avec mes amis. Et je voyais que cette communauté commençait à s'agrandir sur Instagram. Je ne voulais pas me filmer devant ma caméra parce que je n'étais pas du tout à l'aise pour ça. Et donc j'ai créé un peu ça par hasard. Vraiment par hasard. Et très vite, ça a pris de l'ampleur. Et donc les premières manifestations de ce bookstagram, c'était quoi physiquement? Puisqu'on n'a pas des images. Qu'est-ce que vous publiez? Est-ce que vous mettez des photos des textes des livres? Je mets des photos et en dessous de textes de livres? Non. Est-ce qu'on peut lire à travers Bookstagram? Non. Non, alors c'est ça que vous voyez ce que je veux dire. Non, en général c'est la couverture, c'est le livre totalement mis en scène avec soit des éléments de l'histoire, qui ont un rapport avec l'histoire directement, avec le titre, ou oui. Généralement c'est ça, je passe beaucoup de temps sur la photo, je donne beaucoup plus d'attention à la photo que l'espace texte en soi, parce que c'est la première chose qu'on voit quand on arrive sur Instagram. Si la photo est belle, on voit que les clics sont là. Si la photo est un peu moins pas belle, parce que je sais qu'elle soit belle quand même, mais si la photo est trop simple, les clics sont moins présents. Donc vous postulez que le fait de connaître la couverture d'un livre
c'est une manière pour vous de partager le plaisir de la lecture. Est-ce que ça a un rapport, la couverture d'un livre, avec son contenu? Est-ce que véritablement, alors là, pour aller dans le sens de Vincent Kaufmann, on n'est pas dans une espèce de raccourci complet, c'est-à-dire est-ce que derrière la couverture, et s'il y avait une boîte vide, comme nous a expliqué Vincent Kaufmann, est-ce que c'est pas un étrange moyen de faire connaître la littérature, ou est-ce que votre problème, c'est pas la littérature? C'est étrange, je suis bien d'accord, mais au départ, c'était juste, je m'étais juste dit, je vais partager ma passion. Je pensais pas que ça allait prendre une ampleur. La passion de la lecture ou de la couverture? Non, de la lecture. Mais après, j'ai vu qu'il y avait des très belles photos sur Instagram et je me suis dit, moi aussi, j'aimerais bien faire ce genre de choses. Et donc, j'ai commencé à mettre en scène le livre, mais vu que c'est 2400 caractères, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'essaye que ma première phrase soit directement accrocheuse, comme ça, les gens lisent la suite. Lisent la suite, c'est-à-dire? Bien souvent, on lit du post, de la publication, ouais. Pas du livre. Et qu'ils essayent de lire le livre. Ça, c'est la plus belle chose qu'on peut me dire. D'accord. Donc cette relation entre le visuel et le contenu d'un livre vous semble naturelle, parce que vous n'avez pas l'air de vous trouver des explications. Aujourd'hui, ça me semble naturel. C'est ce que je fais un peu tous les jours, donc... Oui. D'accord. Et est-ce que les réactions qui provoquent ce Bookstagram est de l'ordre de l'intérêt pour le visuel, c'est-à-dire pour la beauté de la couverture, ce que ça évoque, ce à quoi ça fait penser? Enfin, on voit bien que les éditeurs savent que le premier déclencheur de l'achat d'un livre, c'est la couverture. Donc on sait que c'est très très important. Où est-ce que vous avez donné véritablement, et vous avez des preuves, l'envie de lire le contenu, c'est-à-dire derrière la couverture? Est-ce que vous avez des réactions sur le contenu ou uniquement sur la couverture? Ah non, j'ai plus de réactions sur le contenu en lui-même que sur la couverture. J'ai pas mal de messages à chaque fois que je rédige un post et que je mets un article en ligne. Vous m'avez donné envie de lire ce livre. Et ça, c'est la plus belle des choses. Et j'ai même un retour direct parfois des éditeurs ou des auteurs en question. D'accord, qui disent et donc qui montrent que vous avez fait lire. Oui, voilà. Ouais. Est-ce que ça vous arrive de bookstagrammer des livres que vous n'avez pas lus? Non. Enfin, des livres qui sont dans ma palle, donc la pile à lire. Mais contrairement à certains journalistes qui ne lisent peut-être pas tout, je poste que sur les livres que j'ai lus, que j'ai aimés et que je n'ai pas aimés. D'accord. Ah oui, il y a aussi des livres que vous n'avez pas aimés. Donc vous faites à ce moment-là des photos négatives? Non, je mets un commentaire en disant pourquoi je n'ai pas aimé. Au début, je ne le faisais pas forcément, mais en fait, un jour, un éditeur m'a dit on a l'impression que tu aimes tout, et ça ne va pas. Donc en fait, je ne parlais juste pas de ce que je n'aimais pas, et donc je me suis mis à parler de ce que je n'aimais pas aussi. Mais l'intérêt pour un éditeur aujourd'hui, quand une chronique est négative, c'est qu'on parle du livre, que ce soit en positif ou en négatif. Ça fait quand même le buzz. Donc ça reste une vitrine et pour eux, c'est ça qui compte. C'est un simulacre. S'il vous plaît? C'est un simulacre. Voilà. Oui. Et ouais, est-ce que vous sentez quel type de légitimité vous sentez pour parler d'un livre? Aucune. Quand même. Ouais, là, je sais que la question de la légitimité se pose. Je l'ai d'ailleurs posée dans mon travail de fin d'études, mais c'est difficile de répondre à cette question. Vous ne vous interrogez pas, à l'inverse, sur l'absence de légitimité de ceux qui sont des critiques? À la limite, pourquoi est-ce que vous auriez moins de légitimité que monsieur Machin qui se dit critique littéraire et qui donne son avis sur un livre? Non, vous ne vous mettez pas dans un horizontalisme actuel? Je ne me pose pas vraiment la question, non. Mais parfois, j'ai des voyages de presse où je suis le seul blogueur ou bookstagrammeur en compagnie des journalistes traditionnels. C'est très difficile de faire sa place. C'est au début, déjà je suis souvent le plus jeune. Et au début, je suis un peu seul dans les voyages de presse, et puis au final, j'explique un peu plus et je montre que voilà, c'est des choses à associer et à prendre en compte aussi. Et c'est sur la fin des voyages de presse que ça se passe au mieux. Ça, c'est assez étrange aussi. Et qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez grand? C'est la prof. Hein. C'est la prof.
Je veux dire, vous avez compris ma question, c'est est-ce que ce Bookstagram, qui d'après ce que vous nous dites est un projet un petit peu sans stratégie, ni c'est ça, vous avez envie de partager vos lectures, c'est bien ça, j'ai bien compris. Oui. Voilà, il n'y avait pas l'idée que c'était une start-up qui allait vous permettre de gagner votre vie, hein, j'ai bien compris. Même au niveau des partenariats, je reçois en moyenne, comme ça vous le savez, 30-40 livres par semaine. D'accord. Donc déjà, ça a provoqué un intérêt de la part des éditeurs. Ah oui. Et vous ne payez plus vos livres. Ce qui est bien normal. Ceux que j'offre. Voilà. Et maintenant, est-ce que vous pensez que c'est pour vous, une fois que vous avez eu cette intuition de l'importance de cela, de votre goût de partager les couvertures et ce qu'il y a derrière, est-ce qu'il y a une stratégie maintenant d'en faire un moyen de vivre, un business, ou au contraire vous allez dans un autre sens? Au niveau de l'argent, dans ce métier... C'est pas au niveau de l'argent, oui. C'est plutôt votre stratégie personnelle. Est-ce qu'on passe, comme les historiens de la radio le savent, de l'amateur à véritablement professionnel? J'aimerais beaucoup, mais beaucoup d'institutions dans les médias manquent de moyens, malheureusement. Et pourquoi pas être critique ou journaliste littéraire dans une émission? Ça se fait de plus en plus aussi avec d'autres blogueurs en France. Mais il n'y a pas très longtemps, il y a des blogueurs qui sont contactés aussi par des éditeurs pour publier un roman. Et ça m'est arrivé il y a quelques semaines. Donc voilà, il y a ce projet-là qui est en route. Mais je ne sais pas, j'espère qu'Instagram continuera d'être autant à la mode et que je pourrai continuer de faire ce que je fais en tout cas. Très bien. Peut-être qu'on pourra en reparler après avec vos questions à vous. J'aurais voulu, je pense, donner la parole à Nathalie Manceau et qu'elle nous parle de Vendredi Lecture d'une certaine manière, qui est peut-être le plus proche parmi de nous quatre de ce que vient de nous présenter, de vous quatre, pardon, de ce que vient de nous présenter François Kuhn. Est-ce que vous pouvez nous dire, Nathalie, là aussi, vous avez créé Vendredi Lecture? Oui, alors... Et qu'est-ce que c'est? Et merci de le donner de manière un peu détaillée pour ceux qui ne connaissent pas. Je suis l'une des créatrices de Vendredi Lecture. Le principe, je vous explique le principe globalement, avant d'entrer dans le détail. Chaque vendredi, tous les vendredis, sur les réseaux sociaux, les gens disent ce qu'ils lisent ce jour-là. Donc aujourd'hui, je lis... on est présent sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Donc, de façon informelle, Vendredi Lecture existe depuis 2011 et depuis 2013 sous la forme d'association. Donc, c'est moi qui ai déposé les statuts de l'association, loi 1901 en France. Les gens qui ont créé Vendredi Lecture, en fait, il s'agit de la version francophone de Friday Reads, qui est américain et qui existe depuis 2009. Je précise qu'il y a aussi une version suédoise, je crois, mais uniquement sur Twitter. Donc c'est pas spécifiquement français ni anglais. Voilà, donc on est les gens sur Facebook, on a une page où on appelle aux gens chaque vendredi, dites-nous ce que vous lisez aujourd'hui. Sur Twitter aussi, on publie des statuts et les gens utilisent le croisillon Vendredi Lecture, qui est régulièrement parmi les mots-clés les plus cités sur Twitter France chaque semaine, le vendredi. Et sur Instagram, les gens peuvent utiliser le mot-clé ou venir commenter les photos que nous postons. On a plusieurs milliers de participations chaque semaine. Alors c'est un peu quelques chiffres. La page Facebook de Vendredi Lecture est aimée par 22 000 personnes, plus de 22 000 personnes. Sur Twitter, on a plus de 44 000 followers. Les participations, donc jusqu'à une période assez récente, on comptait manuellement les participations. Donc il y a un an où j'aurais pu vous dire on a plus de 2000 participants chaque semaine. Maintenant on ne compte plus. C'est très difficile de compter parce que le mot-clé est utilisé par tous les community managers, professionnels ou non, essentiellement du francophone. C'est-à-dire toutes les administrations françaises, tous les médias, toutes les entreprises, le vendredi se font de Vendredi Lecture pour faire la promotion de leurs activités.
Donc ils nous utilisent nous pour leurs activités. Et il y a aussi évidemment tous les professionnels du livre, que ce soit auteurs, éditeurs, journalistes, libraires, bibliothèques, qui utilisent le mot-clé. Et puis il y a des individus. Alors, dans les individus, il y a des lecteurs lambda, des blogueurs, des instagrammeurs, beaucoup de gens. La philosophie de Vendredi Lecture, c'est de s'adresser à tous les lecteurs. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des lecteurs un peu, je dirais des lecteurs spécialistes, c'est-à-dire les blogueurs ou les gens qui ont un compte Instagram, etc. C'est des lecteurs qui sont un peu spécialistes, qui vont lire beaucoup, qui vont donner leur avis. Nous, on veut vraiment inclure tous les lecteurs, y compris ceux qui lisent un livre par mois, qui vont traîner 3 mois sur Victor Hugo, par exemple. Il n'y a pas de souci pour nous. Il y a aussi beaucoup de gens en France qui ont un complexe d'infériorité parce que moi, j'anime Vendredi Lecture depuis ses débuts et je pense que chaque semaine, j'ai eu droit à « Ah, mais moi, je lis pas de romans, je lis des mangas. » Un manga, c'est une lecture. On prend les livres d'histoire, les mangas, les livres de cuisine, les BD, les fanfictions, etc. Il y a un gros complexe d'infériorité parmi les lecteurs. Donc, c'est vrai que nous, on s'adresse à tous les lecteurs, aussi les écrivains, parce que les écrivains lisent des livres, donc pas forcément les leurs, donc donc ça marche extrêmement bien, il y a énormément de succès. Je crois que les gens ont beaucoup de plaisir à parler de livres gratuitement, en fait, sans rien gagner, sans même de notoriété, à en parler on essaye d'inciter les gens à pas seulement dire un titre, pas seulement dire le nom de l'auteur, mais aussi à donner leur avis. Et ça manifestement ça plaît aux gens. Et il y a aussi, ce qui est intéressant, c'est que plusieurs lecteurs se sont appropriés le concept, on va dire, elles l'ont adapté. Par exemple, sur Twitter, maintenant, on trouve jeudi polar, mardi musique. Et je signale, parce que ça peut vous intéresser, les historiens ont créé vendrediste, c'est-à-dire que le i de vendredi est remplacé par ist, H-I-S-T, qui est le croisillon, vendredi lecture, vendrediste, où les gens qui lisent l'histoire se retrouvent comme ça. Ça a moins de succès que nous, mais voilà. Donc voilà, et puis beaucoup de professionnels du livre s'y intéressent. Les éditeurs, naturellement, parce que nous on a souvent des partenariats avec des éditeurs pour faire gagner des livres, on fait un tirage au sort parmi les participants pour essayer de faire gagner des livres. Mais on a aussi s'est rendu compte qu'il y a plusieurs bibliothèques qui ont fait un petit coin. Les bibliothèques, par exemple, qui ont un compte Twitter, font le coup de cœur du vendredi lecture et conseillent un livre, par exemple. Alors, on a même une médiathèque qui a créé une médiathèque en Haute-Normandie qui fait une sorte d'heure du conte pour enfants qui s'appelle Vendredi Lecture. On a appris ça un peu par hasard. Donc il y a beaucoup de choses qui nous échappent sur Vendredi Lecture, mais voilà. Alors, j'ai envie de vous poser la même question que celle que j'ai posée à François Kuhn. Au départ de cette aventure, quel était votre objectif ? Vendredi Lecture a été créé par... oui, ça a changé. Ça a été créé par 2 blogueuses littéraires qui participaient à Friday Reads, sur Facebook plutôt, ou sur Twitter, et qui ne se retrouvaient pas qui avaient du mal à échanger en fait avec d'autres gens, parce que les livres, c'était l'actualité américaine, anglophone et surtout américaine. Friday Reads est basé à New York. L'idée étant de pourquoi on ne fait pas la même chose en France, comme ça on parlerait, il y aurait plus de franco pour les francophones et donc plus au sujet de l'actualité des livres français. Donc c'était une vision d'amateur, il ne s'agissait pas de gagner sa vie. Ah oui. Non, il s'agissait de partager votre plaisir de la lecture et peut-être avec une vision pro-francophone. Oui, en tout cas de trouver des partenaires. C'est-à-dire que, après Friday Reads c'est américain, donc ils ont un modèle économique bien à eux. Nous, on est français, donc on a créé une association. Je pense qu'il y a une adaptation selon les réalités locales. On est francophone au sens où, en fait, ce sont les lecteurs du monde entier, puisqu'on est sur les réseaux sociaux. Donc c'est vendredi, là où vous êtes, où c'est vendredi. Donc inter-fuseau horaire.
Les Japonais commencent à participer à partir du jeudi soir pour nous, parce qu'on a des francophones au Japon, et puis les Australiens aussi sont toujours les premiers, parce que voilà. Et puis, à contrario, à San Francisco, ils peuvent participer 9 heures de plus plus tard que nous. Donc mais c'est plutôt que c'est une facilité à échanger et à discuter. C'est pas on n'est pas pro-francophonie, pro-langue française. C'est de faciliter les discussions en fait entre lecteurs. Je précise, je ne l'ai pas dit, et que ça dit quelque chose de Vendredi Lecture, c'est qu'on est une dizaine de membres dans l'équipe. Bon, depuis le début, c'est pas toujours les mêmes personnes. On est essentiellement non parisiens et personne ne travaille dans le milieu du livre en fait. Quand je dis on est non parisiens, c'est qu'on a une personne au Québec et actuellement il y a une personne en Angleterre. On est très dispersés, personne ne travaille dans le milieu du livre. On s'est vraiment rencontrés via Vendredi Lecture et il y a très peu de blogs littéraires. Enfin, il y a des gens qui ont des blogs littéraires dans l'équipe, mais c'est la minorité, donc c'est aussi assez distinct. Oui, alors ce qui est très différent du blog littéraire, c'est que vous, les organisateurs, vous ne donnez pas votre opinion sur les livres. Jamais. C'est ça, jamais. Jamais. Donc, lorsqu'un éditeur s'intéresse à vous, ce n'est pas aux organisateurs de Vendredi Lecture, c'est simplement pour avoir un peu l'état de la lecture. Quel est l'intérêt pour un éditeur Oui, on verra ça. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'ils vous disent, puisque vous nous avez expliqué que vous avez des contacts. Dans l'équipe, on est très attaché au fait d'avoir une diversité de goûts littéraires, parce que, par un moment, là c'est plus trop le cas, mais par un moment on faisait des quiz sur Twitter, et c'était bien d'avoir dans l'équipe, à une dizaine, d'avoir des gens qui s'y connaissent en BD, en classique, en science-fiction, pour pouvoir parler à tout le monde. Et les éditeurs nous contactent pour se faire connaître, pour avoir du bouche-oreille, c'est-à-dire que nous leur proposons d'offrir leurs livres à des participants via un tirage au sort, en leur précisant bien que les participants recevront le livre, ils s'engagent ni à le lire, ni à en parler. On n'est pas un blog littéraire. Voilà. Donc c'est un bouche à oreille qui est proposé aux éditeurs, qui manifestement les intéresse, parce qu'on reçoit énormément de propositions pour des partenariats, pour les éditeurs. Donc là, on commence à boucler les partenariats pour la rentrée littéraire de septembre. Voilà. Donc vous êtes merveilleusement situé pour essayer de comprendre la distinction entre... qu'est-ce que la lecture? Puisque, en fait, c'est ça, votre critère, c'est uniquement le fait de lire. On peut lire, c'est quand même frappant, les livres de cuisine au même niveau que le pauvre Marcel Proust, qui décidément aura été très utilisé aujourd'hui. Est-ce que ça pose... qu'est-ce que ça vous donne à penser, ça? Est-ce que vraiment c'est la même chose? Est-ce que c'est le même monde? Est-ce que le fait que ça passe sur du papier en fait le même type de média? Alors, deux choses, c'est pas que le papier d'ailleurs, parce qu'on prend les livres audio, les livres numériques, le braille éventuellement. Et voilà. Donc on prend pas que le papier. On prend aussi, c'est les livres qui sont en train d'être lus. C'est pas les livres achetés. Il y a beaucoup de livres qui sont empruntés en bibliothèque. Du coup, nous, on n'a jamais eu la chance d'avoir un statisticien qui fasse son master de lettres sur les pratiques de lecture. On adorerait parce que... C'est important, ouais. Mais il faut être bon en stats. Parce que, en fait, je pense que dans Vendredi Lecture, du fait qu'il y a beaucoup de livres de bibliothèque et de livres qu'on a dans le fond de sa propre bibliothèque personnelle, les classiques sont assez importants. Alors évidemment, les livres les plus lus, ce sont les livres qui font l'actualité. Ça, c'est les mêmes que ceux qu'il y a sur Bapelio. Il y a les livres qui viennent de sortir, les livres qui ont été adaptés au cinéma, etc. C'est très lié à l'actualité. Ça, c'est normal. Après, il y a les livres, il y a la catégorie en dessous, c'est-à-dire qu'il y a, moi j'appelle ça les auteurs qui sont lus chaque semaine, alors par 3 personnes, mais ils sont lus chaque semaine, donc ça fait du monde. Et là, on va retrouver Balzac, Gary, les autres. Il y a des auteurs qui sont toujours présents sans être en top. C'est lié à l'école? Il y a le poids des classiques, je sais pas. Non, parce que c'est pas des auteurs qui sont des élèves qui vous appellent en disant je suis en train de lire ça. Oui, il y a toujours un petit regain avant les révisions du bac, mais. D'accord. Mais pas ça qui... non, il y a des. En fait, comme c'est je pense que sans donner de promotion en fait, comme les auteurs, les lecteurs sont tous à un niveau d'égalité, mais finalement ils échangent entre eux. Et sur Twitter, on peut s'exprimer, on peut donner des conseils.
Et donc il y a des auteurs qui vont être présents chaque semaine parce que les gens les trouvent bons et ils vont dire « Ah mais c'est bien, je te le conseille ». On a beaucoup par exemple sur Twitter, de gens qui nous écrivent en disant « Ah, j'aimerais lire un roman historique qui se passe à telle époque ». Voilà. On le retweet et ensuite il y a des conseils qui arrivent. Et ça vient pas de vous. Et ça vient pas de nous. Toujours de l'interconnexion. Voilà. Et on voit bien qu'il y a des auteurs qui sont moins lus mais qui sont quand même lus. Voilà. Et est-ce qu'il n'y a pas des tentatives de coucouing, j'allais dire, c'est-à-dire de s'installer chez vous avec des mauvais motifs, c'est-à-dire des éditeurs qui pourraient se faire passer pour des lecteurs pour mettre en avant leurs livres c'est du community management. Chaque vendredi, c'est sûr que si vous êtes éditeur, vous avez un compte book Instagram ou une chaîne YouTube consacrée aux livres, etc., vous allez plutôt faire votre post le vendredi plutôt que le jeudi. Ça paraît logique. Et puis, de toute façon, il y a beaucoup d'auteurs qui font leur autopromo aussi. Vous avez ça aussi, des auteurs qui font leur autopromo ? Petits et très grands aussi qui font leur autopromo. On a aussi beaucoup d'auteurs qui lisent des livres de leurs collègues et qui le disent, voilà. Mais après, non, parce que en fait, ça se repère, les gens qui jouent pas le jeu, je pense, sur les réseaux sociaux, on s'en rend compte. Question absolument personnelle. Est-ce qu'il y a des lecteurs de sciences sociales dans votre... Bien sûr. Il y a des lecteurs de tout, hein. Merci, on va peut-être donner la parole maintenant, alors un peu logiquement à Marc Broé, donc, qui est community manager en bibliothèque universitaire. Hein, donc on apprend, que nous avons encore, nous ici, des lecteurs. Et vous allez nous parler, qu'est-ce que ça veut dire être community manager en bibliothèque universitaire ? Alors tout d'abord un petit historique là-dessus. Moi j'ai commencé d'abord à faire des études de bibliothécaire. Je voulais devenir bibliothécaire, travailler, faire de la médiation culturelle, travailler là-dedans. Et j'étais même parti sur plutôt les médiathèques, les bibliothèques de lecture publique. J'ai fait mes années d'études et à cette époque-là, donc on était en 2011-2012, on était sur l'évolution, l'utilisation, l'intégration des réseaux, et je voyais qu'il y avait de rares bibliothèques qu'ils utilisaient comme des canaux de médiation avec les gens. Donc je me suis dit, on va tenter le coup, on va essayer de voir quelque part. Et là, coup du chance, Olivier Herschel ouvre une licence pro à La Roche-sur-Yon et ouvre une licence pro de community manager que j'intègre dès la première année. Grand représentant des bibliothèques dans cette promo, majoritairement communicant. De là, j'ai fait mon stage à la BU d'Angers, qui était l'une des rares bibliothèques universitaires à utiliser ces canaux pour essayer de véhiculer un petit peu une image différente des bibliothèques et humaniser les bibliothécaires et rendre la bibliothèque comme un espace public et non pas seulement comme un espace universitaire et étudiantin. Donc après ça, j'ai fini mes années, j'ai eu de la chance, j'ai été recruté directement par Lille 2 qui voulait lancer les réseaux sociaux et qui avait créé un groupe de travail dessus. Donc on s'est lancé et depuis 4 ans, je travaille pour le Learning Center de l'Iliade à l'Université de Lille qui a maintenant fusionné. Pourquoi se lancer sur les réseaux sociaux ? C'est aussi, comme j'ai dit, humaniser les bibliothèques, mais aussi se dire que nous, on est toujours en contact avec le public. Quand quelqu'un vient nous voir en bibliothèque universitaire Sourdou pour nous dire « Bonjour, je travaille sur des sciences sociales, je travaille sur des mathématiques, sur un domaine en particulier, quel livre vous me conseillez ?» La chose qu'il faut se dire aussi, c'est que maintenant, les gens vont essayer de poser ces questions-là aussi en ligne. On va régulièrement avoir des gens qui vont nous demander « Bonjour, je suis étudiant à Strasbourg, alors qu'on est à Lille. Je suis étudiant à Strasbourg. J'ai vu que vous aviez un livre chez vous. Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus sur ce document-là, me dire si c'est intéressant pour mon projet ?» Régulièrement, on a ce genre d'échange qui se crée. On a aussi le travail sur aussi l'émotion. Comme je vous ai dit, on a humanisé les bibliothécaires, mais on va aussi humaniser leur lecture. On a utilisé Vendredi Lecture, mais un peu entre les deux. On a utilisé dans le sens où on a ouvert ça à nos collègues en leur disant « Si vous avez un livre que vous lisez en ce moment, quelque chose qui est dans notre collection,
bien sûr, il y a toujours le retour d'arrêt. N'hésitez pas à nous le dire et on le mettra en avant. Par contre, il n'y avait aucune obligation, et nous, il n'y avait aucune obligation de valoriser ce document-là. On n'allait pas le valoriser parce que c'était un document qu'on venait d'acheter et qu'il fallait le mettre en avant. Ça, on n'en avait aucun intérêt. Nous, on voulait que les gens le partagent et qu'ils le fassent vraiment comme s'ils étaient en contact avec le public. On a utilisé d'autres techniques. On a eu aussi régulièrement en fin d'année, il y a un peu la technique des calendriers de l'Avent sur les réseaux sociaux. Nous, on essaye d'éviter tout ce qui pourrait se rapprocher de la religion. Donc on a décidé de faire par exemple les 30 docs en 30 jours, où en gros on part d'une émotion, donc le livre qui m'a le plus ému, le livre qui m'a fait verser une larme, le livre qui m'a fait rire. Et à chaque fois on va demander à nos collègues, est-ce qu'il y en a un qui t'a provoqué cette émotion-là? Et là on voit que nous, à partir du moment où on valorise un document là-dessus, on a aussi les lecteurs qui vont nous proposer eux aussi leur lecture et ça nous permet de mieux les comprendre. Ça nous permet aussi de peut-être trouver des documents que nous on n'a pas dans nos collections et qui seraient intéressants de partager à nos lecteurs. Donc on essaye de le valoriser là-dessus et on a aussi travaillé l'an dernier sur ce qu'on appelle une valorisation augmentée. Pour faire simple, on a essayé de faire sortir le livre ou le document du simple document en lui-même. On a des personnes qui adorent la littérature, le thriller, la science-fiction, etc. Donc on a décidé d'intégrer nos bibliothécaires dans l'histoire, en fait, en mettant en scène la Horde du Contrevent, en mettant en scène le livre de Stephen King. Ça, on a essayé de mettre en scène tout ça pour valoriser nos collections aux usagers, aux lecteurs. Donc là, ça part surtout sur la fiction, mais on fait ça aussi sur les documentaires en mettant en avant, via les médias sociaux, les documents qui sont en rapport avec une thématique. Nous, on accueille des événements, par exemple, dans notre Learning Center, où on a un espace événementiel. On accueille des événements sur des journées d'études, des colloques, où on va essayer de mettre en avant les documents qui sont en rapport, les documents documentaires. Donc c'est un peu tout ça, c'est beaucoup de choses. Et après on a aussi, parce que là nous on parle régulièrement là, de Facebook, Twitter, Instagram et un petit peu de Babelio tout à l'heure. D'ailleurs j'ai des questions à poser sur Babelio tout à l'heure. Mais il y a d'autres réseaux qu'on utilise aussi, genre par exemple nous Pinterest est un outil qu'on utilise énormément. Alors je sais pas, vous connaissez Pinterest? Je présente un petit peu ou pas? Oui. Alors Pinterest en fait c'est très simple, ça a été pris de l'idée de base des tableaux de Liège, où on prenait à chaque fois une image et on le mettait sur le tableau. Là, c'est la même chose, mais en version numérique. Donc on a nos tableaux où on rajoute des épingles avec des couvertures, donc c'est simplement des couvertures. Sauf que nous, on a tellement de documents qui arrivent chaque année, on a une collection qui est énorme, que mettre en avant les nouveautés seulement en physique, on n'aurait jamais la place. Donc on s'est dit qu'on allait créer des tableaux thématiques selon les sujets, les thèmes, les mathématiques, la physique, la chimie. Donc nous on est sur de la science et technique. Donc on met en avant ces nouveautés-là, ce qui permet à nos lecteurs, s'ils sont abonnés seulement à un tableau, de voir les dernières nouveautés qui sont en rapport avec leur thématique de travaux et de recherche. Et après il y a bien d'autres réseaux qu'on peut utiliser aussi là-dessus. Alors, j'ai envie de vous poser des questions spécifiquement sur la littérature, parce que c'est quand même notre sujet. Comment vous faites sur tous les thèmes de l'université, donc vous venez d'en citer quelques-uns, pour être capable d'intervenir sur des sujets aussi différents que la littérature et les maths ou la physique? Donc, comment ça se passe? Après, moi, ce que j'ai appris en tant que bibliothécaire, c'était un bibliothécaire ne connaît pas tous les livres, il connaît tous les livres qui parlent des livres. Donc c'est un peu ce qui nous arrive aussi à nous. On est bibliothécaire, on n'est pas obligatoirement mathématicien, on n'est pas obligatoirement physicien. C'est ça. Mais après on a des personnes qui s'intéressent à ces sujets-là, qui veillent. Dans votre bibliothèque? Dans notre bibliothèque. Dans notre bibliothèque, on a ce qu'on appelle des bibliothécaires de liaison. Donc c'est des personnes qui travaillent directement avec les UFR, qui échangent avec les enseignants, qui échangent avec les chercheurs qui publient des livres ou qui ont des livres intéressants dans leur bibliographie qui souhaitent intégrer à la bibliothèque universitaire, et on échange là-dessus. Et à partir de ce moment-là, moi, les bibliothécaires liaison, c'est des ressources illimitées. J'ai juste à aller les voir chacun les uns après les autres, ou eux viennent me voir directement pour me dire, là, en ce moment, c'est quelque chose d'intéressant à mettre en avant. Là, par exemple, on a la réforme avec le lycée qui arrive en France. On a la bibliothécaire en mathématiques qui vient de faire les achats sur tout ce qui est le livre préparation au concours CAPES et AGREG, qui vient me voir en me disant moi je voudrais qu'on le mette en avant parce que c'est quelque chose qu'il faut partager à tout le monde. D'accord. Oui, parce qu'on voit bien que la logique des bibliothécaires et la logique d'Internet est presque inverse, parce que le bibliothécaire répond à la demande
Alors que là, dans votre système, vous mettez en avant les livres. On est bien d'accord. Pour moi, et surtout, vous intervenez sur le contenu et sur la qualité. Vous dites ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Ce qui est assez, comment dirais-je, évident lorsqu'il s'agit, comme on le voit, d'amateurs qui ont envie de faire partager. On est dans le niveau des goûts, du plaisir. Alors que vous avez d'autres préoccupations qui ne sont pas de l'ordre de la subjectivité, mais de l'ordre de la connaissance ou de l'utilité universitaire, qui est un autre monde quand même que celui du plaisir. Oui, c'est sûr, les bibliothèques universitaires, c'est sûr que c'est un peu moins sexy que les médiathèques là-dessus. Non, mais je veux dire, sur la valorisation de documents, c'est sûr que valoriser le dernier George Martin et valoriser le dernier document sur les statistiques aux entreprises, c'est sûr que c'est différent. 57 nuances de gris. Mais après, il y a aussi la demande qui est différente aussi. On va avoir des personnes qui vont nous demander, peut-être sur un sujet en particulier, on va avoir 10 documents, mais on va avoir 10 façons différentes aussi de l'avoir. On va avoir des documents qui seront plus dans la vulgarisation. Donc là, on va plus travailler avec des premières années, des deuxièmes années, ou des personnes qui s'intéressent simplement au sujet. Et après, on va avoir des choses un peu plus précises, où on va essayer de travailler avec la personne. Les réseaux sociaux, ça devient presque un comptoir supplémentaire par rapport à une banque de prêts, une nouvelle banque de prêts pour les étudiants. Et aussi, la chose qu'il faut se dire aussi, c'est que l'anonymat qui peut se créer via les réseaux sociaux, on parle souvent de l'anonymat du côté négatif, mais l'anonymat du côté positif chez nous, c'est qu'on a des gens qui n'osent pas venir nous voir. Là, vous pouvez me voir, moi je fais du service public, je suis grand, barbu, un peu costaud. Je peux faire peur à des gens qui viennent des premières années, qui débarquent et qui ne comprennent pas dans une grande bibliothèque. Là, ils vont envoyer un message sur Twitter ou sur Facebook. Jamais ils sauront que c'est le grand barbu derrière qui va leur répondre en leur disant « nous on vous propose ça ». Et on crée ce dialogue, ce don contre don qui est important sur les réseaux sociaux, cette horizontalité qui se crée, qui va après se reproduire après en physique. Parce qu'il y a eu un échange qui s'est créé, il y a eu une bonne interaction avec l'institution, et à ce moment-là, ils se disent « l'institution ne me veut que du bien, donc je vais aussi aller de leur côté et essayer de l'échanger avec eux ». Oui, c'est très intéressant. Nous allons donner la parole à Stéphanie Vecchione, qui est donc conseiller à la communication digitale pour les professionnels du livre. Donc elle va nous parler évidemment évidemment de toute l'industrie du livre qui est au cœur de... Enfin, je ne sais pas si c'est au cœur, en tout cas moteur, attentif dans un coin. Quelle est votre relation avec ces organismes dont on vient de parler ? Alors, avec l'ensemble des trois... Non, mais parlez-nous d'abord de ce que vous faites, et puis après, on répondra à ma question. On fait chaque chose... Voilà, chaque chose en son temps. Je ne suis pas sûre que ce soit très simple d'expliquer l'ensemble de mon travail, donc je vais peut-être citer un exemple en particulier. Donc, j'accompagne des groupes d'édition sur des problématiques précises. Souvent, on appelle quand on n'a pas d'autres personnes sous la main, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agence qui est capable de répondre aux besoins de ces éditeurs. À côté de ça, je suis formatrice pour la SOREL, l'INFL et l'École des métiers de l'information. C'est pour vous dire que les libraires aussi sont très très préoccupés par tout ce qui est médiation du livre, les acteurs aussi, les lecteurs influents. Je vais animer notamment un atelier là-dessus aux Rencontres nationales de la librairie. Et l'ensemble en fait, des maillons de la chaîne est en train de se transformer, de prendre conscience que il y a quelque chose qui se passe sur le web de l'ordre de la médiation du livre qui est inévitable. En fait, ce que le digital numérique a changé concrètement dans cette chaîne du livre, c'est que tous les acteurs aujourd'hui peuvent se parler. Donc ils sont en lien direct. Et l'éditeur n'a jamais été avant en lien direct avec le lecteur. Ça appartenait au libraire ou ça appartenait au bibliothécaire. Mais ça n'appartenait pas à l'éditeur. Donc mon travail de très loin, c'est d'expliquer aujourd'hui aux libraires comment cultiver ce lien nouveau avec les lecteurs et peut-être aux libraires de leur expliquer comment intégrer un travail de médiation dans le rôle des libraires qui est déjà conséquent. Voilà. Et que les bibliothécaires font de manière naturelle
est génial. Il faut regarder ce qu'ils font tous sur Instagram ou sur d'autres médias sociaux. C'est extrêmement riche. Je vous cite l'exemple d'une émission pour que vous compreniez ce que je fais concrètement. Un éditeur devait lancer une collection sur le noir, donc roman noir, polar, thriller. Cet éditeur a du mal à s'installer. C'est un gros acteur international qui n'est pas en France depuis très très longtemps, donc à l'international c'est énorme, mais en France c'est pas encore ça. Donc il fallait s'installer auprès des points de vente, c'est pas mon rôle, et aussi auprès des lecteurs. Ce que j'ai fait, moi, c'est une étude des lectorats en ligne, c'est-à-dire des communautés de lecteurs. Il faut savoir que sur le noir, les communautés de lecteurs sont comme sur la SFFF, elles sont extrêmement solidaires. C'est des communautés spécifiques. Moi, je les distingue entre lecteurs première et seconde génération, c'est-à-dire ceux qui ont commencé à bloguer autour de 2004-2005, et puis la seconde génération qui était tout de suite médias sociaux, qui a des pratiques un petit peu différentes, et qui est apparue en 2011-2012. Voilà. L'étude a permis à l'éditeur de comprendre les pratiques de ses lecteurs, c'est-à-dire ils ont vu qu'il n'y avait pas besoin peut-être de lancer une présence de la marque sur l'ensemble des médias sociaux où ces lecteurs étaient présents. C'était plus simple de choisir un groupe qui s'adresse à la fois aux premières et aux secondes générations et d'animer la marque avec ses influenceurs en les sensibilisant comme un club de lecture un peu privilégié. Donc mon étude, en fait, qui était totalement qualitative, qui a été faite par l'immersion dans la communauté, a permis à l'éditeur ensuite de mettre en place quelque chose de totalement cohérent avec à la fois son budget, le temps qui était disponible du côté de ses équipes et le lectorat visé. Il faut savoir aujourd'hui que l'ensemble, une grande majorité des community managers qui travaillent dans les maisons d'édition sont des anciens lecteurs influents ou des gens qui sont toujours des lecteurs influents. Pourquoi les maisons d'édition ont recours à ces lecteurs? Parce qu'ils parlent aux lecteurs que les maisons d'édition ciblent. Il faut savoir que le langage est bien particulier. Par exemple, sur les lecteurs de noir, ils sont en attente d'une vraie expertise. Si on n'est pas un passionné de ce genre, c'est impossible de parvenir à fédérer ses lecteurs. Donc voilà un exemple de mon travail en particulier. Peut-être après vous avez des questions, ça permettra peut-être. Non, alors si j'ai bien compris, donc vous êtes indépendante, c'est ça, oui. Mais vous ne travaillez pas pour les libraires, pour les associations, les blogueurs, les youtubeurs, etc. Votre travail il est vraiment spécifique aux éditeurs. Alors, les éditeurs m'engagent, les groupes d'édition m'engagent en tant que consultante. Après, je forme les petits moyens éditeurs et les libraires en tant que formatrice. Voilà. D'accord, ça ne répondait pas à effectivement, je trouve très intéressant ce que vous disiez, à ce besoin pour les éditeurs d'avoir un contact avec les lecteurs ce qu'ils n'ont pas d'une manière générale. Et ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que le numérique va combler à quelque chose qui était totalement inexistant avant. C'est ça. Oui. Et du coup, est-ce que ça peut modifier le choix de leurs auteurs, de leurs livres, etc. Le fait d'avoir un contact avec les lecteurs qui ne passeraient pas par les libraires ou par les bibliothèques? Il y a clairement aujourd'hui, on en a parlé un peu ce matin, lors de l'ouverture de cette journée, il y a clairement aujourd'hui un choix dans ce que j'appelle le sourcing auteur, donc vraiment la manière dont on va recruter entre guillemets les auteurs du côté maison d'édition. Il y a une partie de ces choix-là qui passe par les médias sociaux, notamment pour tous. Dans lequel on va recruter les auteurs. Ça va passer par les réseaux sociaux. Ouais. C'est-à-dire qu'on va privilégier des auteurs qui ont déjà des communautés conséquentes sur les médias sociaux pour s'assurer un certain nombre de ventes. Après, c'est pas la majorité. Il y a des gens comme Delphine de Vigan qui en sont absents totalement et qui ont été soutenus par les libraires. Mais il faut bien que ça passe par quelque part. C'est soit un soutien des libraires et du coup ça prend 5 livres pour s'installer, soit on prend un auteur qui est déjà très présent et qui a une communauté et à ce moment-là ça peut être beaucoup plus rapide. En tout cas, parfois il y a des fours quand même, ça ne marche pas à tous les coups, mais on s'assure souvent quand l'auteur fait bien sa promotion, on s'assure d'un nombre de livres qui n'est pas catastrophique. Il a déjà écrit un livre, rassurez-moi. Ah non.
Non, non. Et qui lui écrit? Enfin, pardon, c'est lui qui l'écrit? Pas toujours. D'accord. Non, mais ça, c'est... Alors, il est pratique. Là, on n'est pas dans la littérature, quand même, non? En fait, il y a une partie... On est plutôt dans le livre dont nous parlait Vincent Kaufmann. Il y a une sorte de moi aussi, d'émotion, une expérience qui se mélange. Pardon? Mais ça... Pardon? C'est ça la littérature. Oui, alors c'est peut-être ça la littérature aujourd'hui. Ça a toujours existé en fait, qui est une littérature qui émane de la demande en fait. Ouais. Ça n'empêche pas la littérature basée sur l'offre, voilà, d'exister non plus. Hein. Il faut savoir que... je me rappelle, on parlait nous à l'époque de la littérature Guy Descartes, ce qui était... ça veut dire bon, d'accord. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais Gallimard aussi a recours, on parlait de Folio ce matin, mais Gallimard aussi a recours à des influenceurs pour valoriser leur collection. Je pense que as-tu un partenariat avec Gallimard, voilà. Qui ça? Donc la littérature... avec vous? Ouais, Folio. Alors Folio pas que... Et Gallimard, voilà. Gallimard s'est doté d'un community manager dédié et en interne récemment. Voilà, ça devient un enjeu qui a été conscientisé et accepté par l'ensemble des maisons d'édition. Voilà, celles qui n'ont pas la possibilité d'être présentes, c'est qu'elles n'ont pas la possibilité d'investir. Donc merci beaucoup, c'était absolument passionnant.